Bonjour à tous. C'est la troisième présentation donc, de la track Cloud et Infrastructure, la track où on parle de technique dans le dur. J'accueille aujourd'hui André Nedelcourt, responsable HPC chez Exelian. Alors en fait, je ne vais pas vous cacher plus longtemps que je suis vraiment ravi de l'accueillir parce que c'est un ancien collègue. Il est revenu exceptionnellement du monde des chapeaux melons et de la bière anglaise juste pour nous, juste pour USI 2011. Il nous a promis une session qui allait parler vraiment de technique. Pas de PowerPoint, un truc qui sent le silicium et les gros volumes de calcul par seconde. Donc je vous propose d'accueillir très chaleureusement André et de lui réserver donc le meilleur accueil. Merci. Alors vous allez être un peu déçus, j'ai quelques slides quand même, hein, c'est pas juste du silicium. Donc je vais vous parler d'un sujet qui excite pas mal de monde en Angleterre et je pense surtout dans le monde de la finance. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde en général dans le monde de la finance. Bon, pas besoin de me présenter, je pense que Hervé m'a présenté suffisamment. Donc voilà, je travaille dans ce domaine-là depuis un certain temps maintenant. Et comme vous voyez, je suis supporté et endorsé par la reine d'Angleterre, donc tout ce que je vais dire est complètement vrai. Alors, juste pour planter un peu le décor de notre sujet aujourd'hui. Donc on va parler de ce que je vais appeler dans la suite HPC, donc High Performance Computing. Qui est en fait un set de technologies et de techniques qu'on utilise pour résoudre des problèmes qui sont orientés calcul et qui sont surtout des problèmes qui sont compute bound, c'est-à-dire qui sont limités par la capacité à faire des calculs. L'approche traditionnelle dans la finance pour le HPC, c'est un peu l'approche que j'ai mis là, c'est-à-dire on passe finalement du calcul séquentiel à du calcul parallèle. On utilise de plus en plus de corps, on tire parti de plus en plus des corps qui sont disponibles sur les machines. Et puis on en fait plus et encore plus et encore plus. Et on rack des serveurs et on rack des blades dans les data centers. Et finalement, on se retrouve dans des configurations où il n'est pas rare dans le monde de la finance de tous les trimestres ajouter 3000 serveurs dans les data centers pour pouvoir réussir à supporter la demande. Et on est vraiment dans une vraie course à l'armement, une vraie accélération dans ce domaine-là. Pourquoi cette course à l'armement? Deux principales raisons. La première raison, qui était un peu la raison historique, qui était vraiment liée au fait que c'est ce qui permettait d'avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Et puis la deuxième raison, qui est de plus en plus vraie, qui est de plus en plus pressante pour les banques, c'est une raison de régulation. Aujourd'hui, que ce soit la FSA, que ce soit la Fed, qui sont les organismes de régulation américains et anglais, demandent de plus en plus de calculs de risque, avec de plus en plus de précision. De plus en plus souvent, on passe des choses qui étaient à un rythme mensuel ou peut-être à la semaine. Maintenant, on a des demandes qui sont journalières. Et surtout, les pénalités au cas où on ne donne pas finalement on ne présente pas ces calculs de risque de manière régulière sont de plus en plus élevés. Donc il y a une vraie pression, une vraie course à l'armement pour s'équiper de plus en plus en infrastructure de calcul dans le monde de la finance. Alors, quels sont les challenges derrière cette course à l'armement? La première, c'est bien évidemment l'espace dans les data centers. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais si on pense à des banques globales où finalement elles ont des data centers dans des zones où finalement l'espace coûte très cher, je pense à Tokyo, je pense à Singapour, qui sont des zones assez petites, il y a une vraie pression en termes de coûts d'hébergement. Grosse pression au niveau de l'énergie. Il y avait une image qui circulait en Angleterre qui était que l'ensemble des data centers d'une grande banque Tier 1 consommait autant d'énergie que la ville de Manchester. Juste pour vous donner une image un peu des volumes qui sont, je vais trouver mes mots, qui sont calculés, merci. Il y a évidemment des contraintes de coût. Je vous disais 3000 serveurs par trimestre, ça commence à coûter beaucoup d'argent. Et donc il y a une vraie pression aussi d'un point de vue financier. Et puis bien entendu l'aspect complexité. Gérer des infrastructures qui sont de plus en plus grandes, c'est de plus en plus compliqué. Et donc il y a vraiment tous ces facteurs-là qui font que on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'a pas des alternatives? Est-ce que la seule solution, c'est d'en rajouter plus et de faire tout le temps un peu plus de la même chose? Alors vous avez peut-être vu certains de ces annoncements dans la presse qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous avez peut-être vu ce terme revenir qui s'appelle le terme GPU. Alors juste pour vous donner trois exemples très rapides. Amazon, avec son offre Amazon Web Services, propose maintenant des instances de GPU disponibles sur le cloud. Il y a un classement des 500 ordinateurs les plus puissants au monde. Et puis finalement, en novembre 2010,
un ordinateur chinois a été le plus rapide au monde et c'est le premier à être basé sur des processeurs GPU. Et puis Intel, qui était finalement un peu la contrepartie à ces solutions-là, annonce aussi des puces basées sur du GPU. Donc on se dit, peut-être qu'on a une solution intéressante pour ces problèmes de place et de calcul. Alors, quelques termes pour essayer de préciser et expliquer de ce dont on parle. GPU, ça veut dire Graphics Processing Unit. En fait, ce sont des technologies qui ont été mises au point à l'origine pour du calcul vidéo. Donc c'était pour faire vraiment des calculs de pipeline vidéo, faire du streaming vidéo. J'ai mis ici le logo d'NVIDIA, qui est finalement le vendeur le plus emblématique de ce type de technologie et aussi le plus crédible sur le marché aujourd'hui. Et vous allez voir l'acronyme souvent GPGPU, qui veut dire General Purpose GPU, et qui veut finalement se référer au fait de faire des calculs financiers sur une infrastructure, une architecture qui n'était pas prévue pour ça à l'origine. Et donc là, vous avez une image typiquement de ces cartes GPU qui sont maintenant des racks que l'on met dans les data centers de la même manière qu'on met des blades traditionnels et qu'on peut utiliser pour faire du calcul. Dernier acronyme, CUDA, qui est l'API qui est utilisée pour programmer ce genre de logiciel et qui est finalement un set d'extensions au langage C et qui permet de programmer ces cartes. Alors, vous avez compris, c'est une architecture qui est différente de l'architecture CPU traditionnelle. Par contre, on a toujours besoin d'un CPU dans la chaîne de calcul. La manière dont ça fonctionne de manière très schématique, c'est les CPU sont utilisés toujours pour faire tout ce qui est calcul séquentiel, gérer les données, les pousser au GPU qui fait du calcul massivement parallèle, on va y revenir dans un instant, et qui recopie les données finalement au CPU et qui lui peut continuer à restituer les données à l'application qui l'utilise. Donc il y a toujours cette dualité qui est quand même nécessaire. Vous avez compris, j'ai parlé de calcul parallèle. Il y a un concept qui est très important quand on parle de GPU, c'est le type de calcul que l'on peut faire tourner dessus. Ce sont des calculs qu'on appelle Single Instruction Multiple Data, c'est-à-dire on fait tourner la même instruction, le même code pour un grand nombre de datasets, de données différents. Et donc finalement, on a une architecture où on a un très grand nombre de threads avec beaucoup de niveaux de mémoire et de cache mémoire, mais qui exécutent tous le même code, ou alors on peut faire comme des groupes, mais grosso modo, c'est vraiment des groupes de threads qui font tourner le même code, et on stream de la donnée, donc on lui pousse de la donnée en continu pour faire du calcul parallèle. Typiquement, pour vous donner un exemple de qu'est-ce qui typiquement on peut tourner sur un GPU, ce sont des simulations Monte Carlo par exemple, donc c'est un exemple issu de la finance, qui se prête très bien à ce genre d'architecture, puisque c'est un calcul qui est très parallèle et où on va jouer beaucoup de scénarios différents, donc avec des données très différentes, mais finalement un seul et unique algorithme. Qu'est-ce qui ne marche pas sur un GPU? On peut se poser la question. Des algorithmes, à partir du moment où on va avoir des branches dans l'algorithme, ça va tout de suite poser un problème. Pourquoi? C'est lié à l'architecture qui est là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait tourner le même code en parallèle massivement. Donc si vous avez une des branches liée à une des données qui exécute un code qui est un peu plus long ou qui est un peu différent, tous les autres vont attendre que cette partie du code soit terminée. Donc il y a un vrai challenge autour d'avoir un algorithme qui est très semblable et très similaire en permanence. Un dernier point qui est peut-être paraît anecdotique mais très important dans le monde de la finance, c'est le côté précision. Aujourd'hui, ce sont des machines qui sont faites vraiment optimisées pour de la simple précision. Pour la double précision, on commence à avoir de la bonne performance, mais on est encore un peu en retard sur ce genre de technologie. Pour finir l'analogie, un peu l'opposition, pour bien que vous compreniez la différence entre ce qu'est un CPU traditionnel et un GPU. En une phrase, si on devait le dire en une phrase, les CPU sont faits vraiment plutôt pour du calcul de low latency, et les GPU sont plutôt faits pour du throughput, c'est-à-dire pour du débit. On est vraiment avec des architectures. Une carte typiquement GPU va avoir 450 corps. Un CPU traditionnel a une dizaine de corps, donc un vrai phénomène d'échelle. Ce sont des corps qui sont en général plus lents en termes de fréquence et par contre gèrent massivement de la donnée en parallèle, ce qui n'est pas forcément le cas d'un CPU traditionnel qui est lui plutôt fait pour ce qu'on appelle du MIMD. On a parlé tout à l'heure de SIMD, Single Instruction Multiple Data. MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Donc c'est beaucoup plus polyvalent comme architecture, ça permet de faire des choses beaucoup plus polyvalentes. Donc il y a vraiment un compromis entre finalement quelque chose qui est très versatile et qui est très rapide et quelque chose qui est vraiment fait pour du streaming en parallèle. Alors pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que tout le monde
s'intéressent dans le monde de la finance à ces GPUs. J'ai pris un exemple ici alors ce ne sont pas des chiffres théoriques, ce sont des chiffres issus d'une vraie implémentation de GPU où on a une architecture et du code traditionnellement écrit avec une architecture en grid a été remplacé par une architecture à base de GPU. Et voilà, si on regarde en termes d'espace ce que ça veut dire, voilà, je pense que c'est assez explicite. Sur la gauche, vous avez 3 cartes GPU et 3 blades traditionnels qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont nécessaires pour faire tourner ces cartes-là. Mais bon, on a une place relativement limitée. Et de l'autre côté, alors je ne sais plus combien il y en a, mais il doit y en avoir pas loin d'une cinquantaine, d'une soixantaine de blades traditionnels avec des processeurs CPU avec 8 corps dedans. Donc en termes de place, on gagne beaucoup de place. En termes d'argent, de finances, on gagne aussi beaucoup. Finalement, ces cartes-là, typiquement une carte GPU de chez Nvidia coûte typiquement 12 000 $. Donc c'est pas très cher comme infrastructure. Et même si à l'unité c'est cher, finalement, vu qu'on en a un nombre relativement limité, en termes de coût, c'est aussi une équation qui fait toujours du sens. En termes d'énergie, puisque tout à l'heure on a dit que l'énergie c'était un bon challenge, une carte GPU consomme énormément d'énergie, c'est très gourmand en énergie et aussi en refroidissement, parce que comme vous avez pu le comprendre, c'est extrêmement intense. Par contre, comme on en a besoin de beaucoup moins, l'équation énergétique fait encore du sens. Donc finalement, on se rend compte que c'est peut-être quelque chose de vraiment intéressant pour faire du calcul. C'est nativement construit pour faire du calcul parallèle. C'est pas très cher finalement l'unité. C'est assez petit. Et puis, si on compare à un niveau de performance, nombre d'opérations, nombre d'exécutions qu'on peut faire en même temps par rapport à une architecture traditionnelle, finalement, ça consomme assez peu d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne s'y met pas? Pourquoi est-ce que tout le monde ne se rue pas sur cette technologie aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, et je pense aussi que vous l'aurez compris, c'est que cette architecture est très spécifique et donc elle est utilisée pour résoudre des problèmes extrêmement spécifiques. Il faut que ce soit vraiment du calcul massivement parallèle. Il faut que vos algorithmes soient pensés pour tourner sur ces architectures. Et puis, le transfert de données est un vrai challenge. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le premier schéma, on est tout le temps en permanence en train de pousser des données à la carte GPU. Et il est assez compliqué finalement aujourd'hui de ne pas arriver à des situations où on a toute cette puissance de calcul qui est disponible, mais elle ne fait rien parce qu'on a du mal à pousser de la donnée au GPU. Donc, les problèmes sont assez spécifiques. Et puis aussi, comme l'architecture est particulière, la manière de penser les algorithmes est aussi assez particulière. On doit vraiment penser parallèle, on doit penser vectoriel, ce qui peut être un peu différent de la manière traditionnelle de penser les algorithmes que l'on fait tourner, sur des architectures CPU. Et puis aussi, il y a un aspect aussi qui est à prendre en compte, qui est tous ces algorithmes dont on parle depuis tout à l'heure dans le monde de la finance, ce sont finalement les éléments les plus critiques pour la banque d'investissement. Ce sont ceux qui possèdent toute la modélisation de tous les produits financiers qui sont tradés. Et on a souvent des legacy de code qui sont immenses. Il n'est pas rare d'avoir des dizaines de millions de lignes de code en C++ qui aujourd'hui sont optimisées pour tourner sur un certain type d'architecture, donc sur de l'architecture Intel, x86, Commodity, sur une architecture en grille. Et puis là, finalement, on est en train de dire, oui, d'un point de vue coût, ça a l'air assez intéressant, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce legacy? Est-ce que je réécris tout? Est-ce que je passe mon temps à réécrire ce legacy ou est-ce que finalement je concentre mon effort sur optimiser ces modèles, construire le modèle d'après et supporter mon business? Donc il y a une vraie difficulté un vrai ticket d'entrée en fait dans cette technologie. Et puis le dernier point, c'est bien entendu l'aspect compétence. C'est une nouvelle manière de penser, un nouveau paradigme. Donc là aussi, ça prend du temps pour rentrer dans cette technologie. Donc comme vous le voyez, on a quelque chose qui est vraiment très spécifique et qui est très spécialisé finalement. Donc du coup, on peut se dire, c'est juste académique en fait. C'est une technologie qui est géniale. On peut faire des choses fantastiques, mais finalement, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est trop compliqué, ça coûte trop cher à implémenter. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas tout à fait vrai. Dans la science, c'est une technologie qui a beaucoup d'intérêt, où les gens commencent à investir beaucoup. La raison pour laquelle les gens s'intéressent à ça, c'est parce que traditionnellement, la science n'a pas la même puissance de feu en termes financiers qu'une banque. Donc si vous voulez avoir accès à beaucoup
de puissance de calcul, vous ne pouvez pas vous monter une grille de calcul avec 10 000 serveurs dedans. Les moyens ne sont pas là. Ici, on a une alternative qui est très intéressante. Avec une carte, finalement, qui coûte $12 000, on a déjà énormément de puissance de calcul. Donc c'est un premier domaine d'application et qui est aussi intéressant puisque c'est un domaine, ça veut dire que des personnes dans la recherche vont s'intéresser à cela, qu'il va avoir des thèses, qu'on va vraiment avoir le niveau aussi de compétences qui va commencer à monter et qui va quelque part résoudre le problème d'avoir des compétences disponibles sur le marché pour programmer ce type de carte. Dans la finance, c'est déjà quelque chose que les gens... donc c'est une technologie, juste pour vous donner quelques chiffres, qui existe depuis à peu près 5 ou 6 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui, c'est finalement assez ancien quelque part. Les exemples que je donne ici, donc BNP Paribas et Reuters, sont des exemples qui sont connus dans la presse, qui ont été publiés dans la presse. Donc il y a eu déjà des succès publiés et non publiés en fait, d'implémentation de GPU. Ce que l'on voit, nous, chez nos clients, sur ce sujet-là, c'est que finalement, l'adoption commence à arriver. Les gens se sont posés régulièrement la question ces dernières années. Et puis finalement, ça y est, les gens commencent à y aller, puisque l'équation que je vous présentais au début, qui était ça nous coûte vraiment trop cher en termes d'infrastructure, on commence à taper un seuil et les gens commencent à basculer vers ce genre de technologie. Et puis les usages commencent à être aussi plus clairs. Typiquement, quand on commence à implémenter un nouveau modèle, un nouvel algorithme, on le pense directement pour le GPU et on réserve souvent ce genre d'architecture pour des nouveaux problèmes, donc pour des nouvelles implémentations. Et puis aussi, on voit un autre type d'utilisation qui est une utilisation plus en mode toolbox, c'est-à-dire qu'on va avoir seulement certains calculs mathématiques très spécifiques qui sont déportés sur GPU. Alors bien sûr, on ne bénéficie pas de l'accélération générale, c'est-à-dire tout ne va pas beaucoup plus vite en termes d'algorithme, mais certains calculs mathématiques vont déjà plus vite en les poussant sur la carte GPU. Donc on a vraiment une architecture de plus en plus hybride, pas juste hybride au sens je pousse des données et le GPU fait tout, mais hybride au sens certains steps de mon algorithme tournent en CPU comme avant sur une grille, et puis à certains points critiques de mon algorithme, j'utilise le GPU. Si on regarde un peu si on prend un peu de recul par rapport à l'industrie des microprocesseurs, alors c'est une vision très simplifiée, mais il y a quelques années, la course était vraiment la course au processeur le plus rapide. Ça s'est transformé en course au processeur le plus multicore. Donc on est passé à comment est-ce qu'on peut rajouter le plus de corps possible sur un CPU. Et puis il y a eu différents drivers en fait pour l'évolution de cette industrie. La mobilité, qui est un gros driver et qui a poussé les constructeurs à faire des puces qui n'étaient pas forcément plus puissantes, pas forcément beaucoup plus de corps, mais qui consommaient beaucoup moins d'énergie. Typiquement les processeurs Atom d'Intel, mais aussi les processeurs ARM, qui sont des processeurs qui sont faits pour consommer très peu d'énergie et qui sont, je crois, dans 95% de tous les devices mobiles. Il y a toujours après une course aussi toujours à la fréquence la plus rapide, ça existe toujours, il y a toujours des applications qui ont besoin de puissance de calcul séquentielle. Et puis dans le domaine du high performance computing, eh bien, on a Nvidia qui est toujours là, qui propose donc un type d'architecture différent. On a Intel qui propose maintenant aujourd'hui également quelque chose d'équivalent avec ses GPU, mais aussi avec l'architecture qu'ils appellent MIC, qui est finalement une architecture x86 Intel traditionnelle, mais avec 500 corps sur une puce. Donc finalement, le même niveau de puissance de calcul quelque part qu'une carte Nvidia, mais par contre sur la même architecture, donc le même code. Donc comme vous voyez, beaucoup de drivers différents. Le monde de cette industrie est en train de changer beaucoup, et donc finalement, ça peut être aussi une bonne occasion d'investir dans cette technologie qui, aujourd'hui, commence à avoir de l'attraction et commence à vraiment atteindre un niveau de maturité. Et voilà, j'ai fini, je crois que j'ai même dépassé de quelques minutes. Merci, André. Est-ce que quelqu'un a une question? Je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'en prendre des centaines. Allez, une première. Oui, bonjour. En termes de nouvelles technologies pour les calculs HPC, on parle aussi du FPGA comme concurrent possible du GPU, mais c'est une technologie qui est a priori plus disruptive par rapport à celle-ci. Quel est votre avis sur la question? Donc effectivement, la technologie FPGA, c'est une technologie qui avait été faite pour... en fait, c'est de la programmation de microcircuits
et qui l'objectif est de finalement, on a un hardware qui est pas cher du tout et pour lequel on va flasher un firmware spécifique et l'optimiser vraiment pour les calculs. En fait, c'est le gros désavantage des FPGA par rapport au GPU, c'est que le temps pour mettre en place l'algorithme, le temps pour implémenter et pour également flasher les cartes est extrêmement lent. Et donc c'est quelque chose qui finalement freine un peu l'adoption et on voit pas trop d'adoption finalement. Il y a eu quelques exemples de succès dans l'industrie, mais c'est pas quelque chose auquel c'est pas un domaine dans lequel les banques ont beaucoup regardé, sur ce que j'ai pu voir de mon côté. Merci, on va être obligé de s'arrêter là malheureusement. La suite après la pause. Au menu, comment distinguer de différentes identités sur la track cloud et infra.